Tu crois que je ne sais pas pourquoi ta mère t'a choisi une femme comme moi ?» La voix de Nadège était calme. Si calme que Fabrice a reculé d'un pas. Parce que cette voix-là, il ne la connaissait pas. Et ce qu'il a vu dans ses yeux, ce soir-là, ce n'était ni de la colère, ni de la tristesse. C'était de la certitude. Mais avant de comprendre comment on en est arrivé là, laissez-moi vous raconter cette histoire depuis le début. Et si elle vous touche, abonnez-vous à cette chaîne. Parce que des histoires comme celle de Nadège, il y en a des milliers. Et chacune mérite d'être entendue. Nadège Fotso avait 27 ans quand elle a épousé Fabrice Nkoulou. Elle était fille unique d'un homme d'affaires de Douala, la capitale économique du Cameroun. Son père, Papa Fotso, avait bâti une fortune dans l'import-export de cacao. Il possédait 3 entrepôts à Bonabéry, 2 maisons à Bonamoussadi et un compte en banque que tout le quartier enviait sans jamais en connaître le montant exact. Nadège n'avait manqué de rien. Études dans une école privée à Yaoundé, licence en gestion à l'université catholique, un stage à Paris. Elle parlait 3 langues, le français, l'anglais et le douala de sa grand-mère. Elle avait la peau claire de sa mère, les yeux vifs de son père, et cette manière de marcher qui faisait tourner les têtes au marché d'Aqua. Fabrice, lui, venait d'une famille modeste de Bafoussam. Sa mère, maman Thérèse, tenait un petit commerce de pagne au marché central. Son père était décédé quand Fabrice avait 14 ans. Maman Thérèse avait élevé ses 3 enfants seuls. Fabrice, sa sœur cadette Sandrine et le petit dernier, Hervé. Elle avait vendu du pagne sous le soleil, sous la pluie, pendant des années. Et elle répétait une phrase à Fabrice chaque soir, comme une prière. « Mon fils, un jour, tu vas nous sortir de cette situation. » Fabrice avait essayé. Il avait fait des études de droit à Douala. Il était beau, charmant, bien habillé. Il savait parler aux gens. Mais les diplômes au Cameroun, sans connexion, c'est du papier. Pendant 2 ans, il avait cherché du travail, sans succès. Il vivait dans une chambre à Bépanda, avec un matelas par terre et un ventilateur qui ne marchait qu'une nuit sur 2. C'est maman Thérèse qui avait eu l'idée. Elle connaissait une femme à l'église, tante Bernadette, qui connaissait la famille Fotso. Et tante Bernadette avait glissé un mot. La fille Fotso cherche un mari sérieux. Le père est riche, très riche. Et la fille est son unique héritière. Maman Thérèse avait regardé son fils et avait dit « Fabrice, Dieu nous ouvre une porte. Ne la referme pas. » Ce que Nadège ignorait, c'est que Fabrice avait déjà une femme. Pas une femme officielle, pas un mariage à la mairie ou à l'église, mais une femme quand même. Elle s'appelait Colette. Elle vivait dans un quartier populaire de Newbell, et elle avait un fils de 2 ans, le fils de Fabrice. Un petit garçon nommé Junior. Fabrice aimait Colette. Il l'avait aimée avant tout. Elle était couturière. Elle cousait des robes de mariée dans un atelier sans climatisation, avec une machine Singer que sa tante lui avait donnée. Elle était douce, patiente, discrète. Elle ne demandait rien. Et c'est peut-être pour ça que Fabrice lui avait tout promis. Le mariage, la maison, l'avenir. Mais maman Thérèse avait tranché. Colette n'avait rien. Pas de famille, pas d'argent, pas de nom. Et maman Thérèse avait dit à son fils, d'une voix qui ne tremblait pas, « Cette fille-là ne peut pas nous aider. » La fille Fotso, oui. Fabrice avait hésité. Pendant 3 semaines, il avait hésité. Et puis maman Thérèse avait pleuré. Elle avait dit « Je me suis cassé le dos pour toi, Fabrice. Pendant 20 ans, j'ai vendu du pagne sous le soleil. Tu vas me laisser mourir dans cette pauvreté ? Et Sandrine ? Et Hervé ? Tu ne penses qu'à toi ? »
Alors Fabrice avait cédé. Il avait rencontré Nadège lors d'un dîner organisé par tante Bernadette. Il avait joué son rôle à la perfection. Sourire charmant, conversation intelligente, compliments subtils. Et Nadège, qui n'avait jamais eu de relation sérieuse, parce que son père faisait fuir tous les prétendants, était tombée amoureuse en 3 mois. Le mariage avait été célébré à la cathédrale de Douala. 500 invités, 3 jours de fête. Papa Fotso avait payé la totalité. Il avait même offert au couple une maison à Bonamoussadi. 4 chambres, un jardin, un garage et une voiture Toyota neuve pour Fabrice. Nadège était heureuse, véritablement heureuse. Elle se réveillait le matin à côté de cet homme et elle remerciait Dieu. Elle lui préparait le ndolé qu'il aimait tant. Elle repassait ses chemises avec soin. Elle l'attendait le soir avec le sourire. Mais si seulement elle avait su ce qui se passait derrière son dos. Maman Thérèse avait emménagé dans la maison 2 semaines après le mariage. Nadège n'avait pas protesté. C'était normal dans la culture. On accueille la belle-mère. On lui donne la meilleure chambre. On la respecte. Mais maman Thérèse n'était pas venue pour être une belle-mère. Elle était venue pour régner. Dès le 1er mois, les règles avaient changé. Maman Thérèse décidait du menu. Maman Thérèse recevait les invités. Maman Thérèse contrôlait les comptes du ménage. Et quand Nadège avait osé demander pourquoi la facture d'électricité avait doublé, maman Thérèse avait répondu « Ma fille, dans cette maison, c'est moi la maman. Toi, tu es la femme de mon fils. Connais ta place. » Nadège avait avalé sa salive. Elle avait souri. Elle avait dit « Oui, maman ». Ce « oui-là », elle allait le répéter pendant 4 ans. 4 ans de « oui, maman ». 4 ans de silence. 4 ans de repas préparés, de sol lavé, de linge plié, de sourires forcés. Pendant ce temps, Fabrice sortait, tous les soirs. Il disait « Je vais voir un ami » ou « J'ai un rendez-vous professionnel » ou « Ne m'attends pas, je rentrerai tard ». Il rentrait à 2 heures du matin, parfois 3 heures. Il sentait un parfum qui n'était pas celui de Nadège. Et quand elle posait la question, il la regardait avec des yeux froids et disait « Tu vas pas commencer, hein, je suis fatigué ». Ce que Nadège ne savait pas, c'est que chaque soir, Fabrice traversait la ville pour aller retrouver Colette à New Bell. Il passait des heures avec elle et Junior. Il leur apportait de l'argent de Nadège, celui que papa Fotso envoyait chaque mois pour le ménage. 150 000 francs CFA par mois partaient chez Colette. Fabrice avait même loué un appartement plus grand pour elle, à Bonapriso. 2 chambres, une cuisine équipée, un salon climatisé. Il avait inscrit Junior dans une école privée. Il payait tout, avec l'argent de sa femme légitime. Et maman Thérèse savait. Elle savait tout. Elle avait rencontré Colette. Elle avait porté Junior dans ses bras. Elle l'appelait « mon petit-fils ». Et elle disait à Fabrice « Tu as raison, mon fils. Colette est une bonne femme. Mais garde-la bien cachée. La fille Fotso ne doit jamais savoir. » Retenez bien ce détail. Il va devenir très important plus tard. Dans la maison de Bonamoussadi, Nadège maigrissait. Elle, qui pesait 65 kilos le jour de son mariage, n'en faisait plus que 52. Ses joues s'étaient creusées. Ses yeux avaient perdu leur éclat.
elle ne dormait presque plus. Un matin, elle s'est regardée dans le miroir de la salle de bain et elle ne s'est pas reconnue. La femme dans le miroir avait des cernes noires, les mains sèches, les lèvres gercées, et dans ses yeux, quelque chose qui ressemblait à de la résignation. Ce jour-là, elle a pleuré. Pas devant Fabrice, pas devant maman Thérèse. Dans la salle de bain, assise par terre, avec l'eau du robinet qui coulait pour couvrir le bruit. Mais ce n'était que le début. Le premier épisode a eu lieu un dimanche, après la messe. Maman Thérèse avait invité toute la famille, ses sœurs, ses cousines, les voisines de Bafoussam venues en visite. 12 personnes autour de la table. Et c'est Nadège qui avait tout préparé. Depuis 5 heures du matin. Le poulet DG, le plantain frit, la salade, le jus de gingembre. Quand tout le monde s'est assis, maman Thérèse a goûté le poulet. Elle a fait une grimace. Et devant tout le monde, elle a dit « Fabrice, ta femme ne sait même pas cuisiner. Ma pauvre Colette faisait un meilleur poulet DG que ça. » Le silence est tombé sur la table. Nadège a senti le sol se dérober. Colette ? Qui était Colette ? Pourquoi maman Thérèse parlait-elle d'une autre femme avec cette familiarité ? Fabrice a lancé un regard noir à sa mère. Maman Thérèse a corrigé. « Je voulais dire ma voisine Colette, celle de Bafoussam. » Personne n'a été dupe. Mais personne n'a rien dit. Et Nadège a baissé la tête. Elle a murmuré « Pardon maman, je ferai mieux la prochaine fois. » Ce soir-là, elle a envoyé un message à sa meilleure amie, Mariette, sur WhatsApp. « Il y a une autre femme, je le sens, mais je n'ai pas de preuves. » Mariette a répondu. Ma chérie, tu te fais des idées. Fabrice t'aime. Maman Thérèse est juste difficile. Toutes les belles-mères sont comme ça. Nadège a voulu y croire. Le deuxième épisode est arrivé 3 mois plus tard. Nadège avait besoin d'argent pour renouveler son assurance santé. Elle a regardé le compte joint. Et elle a découvert que 400 000 francs CFA avait été retiré en une seule semaine. 400 000 francs. Elle a demandé à Fabrice. « Chérie, il y a des retraits importants sur le compte. Tu as acheté quelque chose ?» Fabrice n'a même pas levé les yeux de son téléphone. Il a répondu « C'est pour les affaires. Ne mets pas ton nez dans mes finances. » « Tes finances ?» Nadège a failli répondre. Quelle finance ? Tu n'as pas travaillé un seul jour depuis notre mariage. Cet argent vient de mon père. Mais elle n'a rien dit. Elle a serré les dents. Et elle est allée se coucher. Vous vous demandez sûrement pourquoi elle est restée si longtemps. La réponse est simple. L'amour. Et la peur. L'amour qu'elle avait pour l'homme qu'elle croyait avoir épousé. Et la peur de décevoir son père, qui avait tellement investi dans ce mariage. Papa Fotso répétait « Un mariage, ça se construit. Il faut de la patience, ma fille. » Alors Nadège était patiente. Tellement patiente que sa patience la dévorait de l'intérieur. Le 3e épisode a été le plus cruel. C'était un soir de semaine ordinaire. Fabrice était sorti, comme d'habitude. Maman Thérèse regardait la télévision dans le salon. Et Nadège est montée dans la chambre conjugale pour ranger les vêtements de Fabrice. Dans la poche de son pantalon gris, elle a trouvé un reçu. Un reçu de la bijouterie chez Kamga, à Aqua. Un bracelet en or. 350 000 francs CFA. Nadège a regardé ses propres poignets. Nus.
Fabrice ne lui avait jamais offert un bijou depuis le mariage. Pas un bracelet, pas une bague, pas même une paire de boucles d'oreilles pour son anniversaire. Elle a retourné le reçu. Au dos, une inscription au stylo. Pour ma Coco, avec tout mon amour. Coco. Colette. Nadège a posé le reçu sur le lit. Elle s'est assise. Et pendant 10 minutes, elle n'a pas bougé. Pas pleuré. Pas crié. Rien. Juste assise, les mains sur les genoux, le regard fixe. Quelque chose venait de se briser en elle. Pas son cœur, non. Son cœur était déjà en miettes depuis longtemps. Ce qui s'est brisé, c'est la dernière illusion. La dernière fibre d'espoir qui la retenait. Et puis elle a entendu quelque chose. Maman Thérèse était au téléphone dans le salon. Et la télévision était suffisamment forte pour qu'elle croie que personne ne pouvait l'entendre. Mais Nadège était dans l'escalier, pieds nus, silencieuse comme une ombre. Maman Thérèse parlait à sa fille Sandrine. Et voici ce que Nadège a entendu. « Non, non, Sandrine, tout se passe comme prévu. La fille Fautceau ne soupçonne rien. Fabrice continue à entretenir Colette et le petit. On a déjà mis de côté presque 2 millions depuis le début de l'année. Quand le vieux Fautceau va mourir, et il est malade, tu le sais, Fabrice va hériter de tout à travers sa femme. Et à ce moment-là, on n'aura plus besoin d'elle. On la renverra chez elle. Fabrice épousera Colette officiellement. Et nous, on sera enfin tranquille. » Maman Thérèse a ri. Un petit rire sec, satisfait. Et puis elle a ajouté « La pauvre fille, elle croit que Fabrice l'aime. Mais Fabrice n'a jamais aimé que Colette. Depuis le premier jour. Ce mariage, c'est un investissement, ma fille. Rien de plus. » Nadège était debout dans l'escalier, pieds nus sur le carrelage froid. Le reçu de la bijouterie encore serré dans sa main droite. Et à cet instant précis, le monde entier a basculé. Elle n'a pas crié. Elle n'a pas pleuré. Elle a remonté les marches, une par une. Elle est entrée dans la chambre. Elle a fermé la porte. Et elle s'est assise sur le bord du lit. Quelque chose avait changé dans ses yeux. La résignation avait disparu. À sa place, une clarté froide, précise, tranchante. Cette nuit-là, pour la première fois en 4 ans, Nadège n'a pas pleuré. Elle a réfléchi. Le lendemain matin, Nadège s'est levée à 5 heures, comme d'habitude. Elle a préparé le petit déjeuner, comme d'habitude. Elle a dit « Bonjour maman » à maman Thérèse, comme d'habitude. Elle a souri à Fabrice quand il est descendu, comme d'habitude. Rien n'avait changé en apparence, mais tout avait changé à l'intérieur. Cette semaine-là, Nadège a fait 3 choses. Premièrement, elle a pris rendez-vous avec Maître Ekambi, un avocat spécialisé en droit de la famille, dont le cabinet se trouvait à Bonanjo. Elle y est allée un mardi après-midi, pendant que maman Thérèse faisait la sieste. Elle a pris un moto-taxi pour ne pas utiliser la voiture. Fabrice vérifiait le kilométrage. Maître Ekambi l'a écoutée pendant 1 heure. Puis il a dit « Madame, votre situation est claire. La maison est au nom de votre père, la voiture aussi. Le conjoint peut être gelé sur décision de justice et si vous prouvez le détournement des fonds, votre mari n'aura droit à rien. » Nadège a hoché la tête. Elle a demandé « Et la dot ? Il va réclamer la dot ?» Maître Ekambi a souri. « Madame,
c'est votre père qui a payé la dot. C'est une pratique symbolique. Juridiquement, elle ne lui donne aucun droit sur vous. » Nadège est sortie du cabinet avec une pochette en carton marron. À l'intérieur, une liste de documents à rassembler. Acte de mariage, relevé bancaire, titre de propriété de la maison, tout. Deuxièmement, elle a ouvert un compte bancaire à son nom dans une autre banque. Elle y a commencé à transférer de petites sommes, 20 000 francs CFA par-ci, 30 000 par-là, des montants suffisamment faibles pour que Fabrice ne remarque rien sur les relevés. Troisièmement, elle a commencé à collecter des preuves. Le reçu de la bijouterie, c'était un début. Mais il lui en fallait plus. Alors, elle a fait quelque chose de très simple. Elle a commencé à prendre des photos du téléphone de Fabrice pendant qu'il dormait. Il ne mettait jamais de code, par arrogance ou par bêtise, peut-être les deux. En une semaine, Nadège avait tout. Les messages à Colette, les photos de Junior, ce petit garçon qui ressemblait trait pour trait à Fabrice, les transferts d'argent, les reçus de loyer de l'appartement de Bonapriso, et même un message de maman Thérèse à Colette. « Ma fille, patience. Bientôt, tu seras la vraie Madame Nkoulou. » Nadège a tout envoyé par mail à Maître Ekambi. Et elle a enregistré des copies sur une clé que Mariette gardait chez elle, sans savoir ce qu'elle contenait. Et pendant tout ce temps, elle souriait. Elle cuisinait. Elle disait « Oui, maman ». Elle repassait les chemises de Fabrice. Elle l'embrassait sur la joue le soir. Elle jouait son rôle à la perfection. Fabrice ne soupçonnait rien. Maman Thérèse ne soupçonnait rien. Il la regardait s'activer dans la cuisine, et il croyait voir la même femme soumise, la même fille naïve, la même poule aux œufs d'or. Mais Nadège avait changé, et il ne le voyait pas. Un soir, Nadège était dans la cuisine, en train de faire la vaisselle. Fabrice est entré pour prendre de l'eau. Et en passant, il a vu sur le plan de travail un petit carnet noir que Nadège utilisait pour noter les dépenses du ménage. Il l'a ouvert distraitement. Les pages étaient remplies de chiffres. Courses, électricité, eau, gaz. Rien d'anormal. Il a refermé le carnet et l'a reposé. Ce qu'il n'a pas vu, c'est que les dernières pages du carnet étaient écrites dans un code que Nadège avait inventé. Des dates, des montants, des initiales. C pour Colette, J pour Junior, T pour Thérèse. Le journal complet de toutes les sommes détournées, mois par mois, depuis le début du mariage. Si seulement Fabrice avait tourné quelques pages de plus. Il y avait une personne dans cette maison qui voyait tout. Et cette personne, c'était Florence. Florence avait 19 ans. Elle venait d'un village près de Djang. Elle travaillait comme aide ménagère chez les Nkoulou depuis 2 ans. C'est maman Thérèse qui l'avait recrutée. Une fille du village, discrète, obéissante. 30 000 francs CFA par mois. Une chambre minuscule au fond de la cour. Florence voyait tout. Elle voyait Fabrice partir chaque soir avec son 2e téléphone, celui que Nadège ne connaissait pas. Elle voyait maman Thérèse compter des billets dans sa chambre, le mardi, jour où Fabrice allait à la banque. Elle voyait les yeux rouges de Nadège le matin. Elle voyait le mépris sur le visage de maman Thérèse quand Nadège avait le dos tourné. Florence ne disait rien.
parce que Florence avait peur. Parce que Florence avait besoin de ce travail. Parce que Florence envoyait la moitié de son salaire à sa mère, au village. Mais Florence avait un cœur. Un soir, Nadège lavait les assiettes dans la cuisine. Florence essuyait à côté d'elle. Et sans lever les yeux, Florence a murmuré « Madame, le patron a un autre téléphone, un petit téléphone noir. Il le cache dans la boîte à chaussures, en haut de l'armoire du salon. » Nadège s'est arrêtée de laver. Elle a regardé Florence. Florence a continué à essuyer une assiette, les yeux baissés, comme si elle n'avait rien dit. Nadège a murmuré « Merci Florence ». Ce soir-là, quand Fabrice est sorti et que maman Thérèse dormait, Nadège a trouvé le téléphone. Un petit appareil à touche, sans marque. Et dedans, des mois de messages, des appels, des photos. Toute la deuxième vie de Fabrice dans un rectangle en plastique noir. Elle a tout photographié. Puis, elle a remis le téléphone exactement là où il était. Et le lendemain, Maître Ekambi a reçu un nouveau dossier. Le dossier était maintenant complet. Mais Nadège n'était pas encore prête. Elle a attendu, patiemment, 2 mois encore, parce qu'elle voulait un moment précis, un moment où toute la famille serait réunie, un moment où personne ne pourrait détourner le regard. Ce moment est arrivé le 1er dimanche de décembre. Maman Thérèse avait organisé un grand repas pour fêter ses 60 ans. Toute la famille était invitée. Les sœurs de Bafoussam, les cousins, les tantes, les oncles. Et maman Thérèse avait même invité Papa Fotso, le père de Nadège, pour montrer, comme elle disait, que nos 2 familles sont unies. 26 personnes étaient assises dans le salon et sur la terrasse. Le repas était copieux. Poulet braisé, bâtons de manioc, légumes, bière et jus. L'ambiance était joyeuse. Maman Thérèse trônait au bout de la table, souriante, triomphante, vêtue d'un grand boubou en wax doré qu'elle avait fait coudre pour l'occasion. Au milieu du repas, Nadège s'est levée. Elle a dit « Excusez-moi, j'aimerais dire quelques mots pour l'anniversaire de maman. » Tout le monde s'est tourné vers elle. Maman Thérèse a souri, surprise mais flattée. Fabrice a levé les yeux de son assiette. Nadège portait un pagne bleu nuit, simple, sans bijoux. Ses cheveux étaient tirés en arrière. Et dans ses mains, elle tenait une pochette en carton marron. La même pochette que Maître Ekambi lui avait donnée 4 mois plus tôt. Nadège a commencé d'une voix douce. « Maman Thérèse, je voulais vous remercier. Depuis 4 ans, j'ai vécu dans cette maison et j'ai appris beaucoup de choses à vos côtés. » Maman Thérèse a hoché la tête, satisfaite. Nadège a continué. « J'ai appris que certaines personnes peuvent vous sourire le jour et vous poignarder la nuit. J'ai appris que le silence n'est pas de la faiblesse, c'est une stratégie. Et j'ai appris grâce à vous, maman, que l'amour ne suffit pas quand il n'est pas sincère. » Le sourire de maman Thérèse a vacillé. Fabrice a posé sa fourchette. Nadège a ouvert la pochette. Elle en a sorti une liasse de documents. Et elle a commencé à parler. Calmement, sans hausser la voix. Chaque mot pesait une tonne. Elle a dit « Fabrice, pendant 4 ans, tu as entretenu une autre femme avec l'argent de mon père. Sa name est Colette. Vous avez un fils, Junior. Il a 6 ans.
tu lui as loué un appartement à Bonapriso. 150 000 francs CFA par mois. Tu lui as offert un bracelet en or à 350 000 francs CFA. Et ta mère était au courant, depuis le début. Elle a posé les relevés bancaires sur la table. Le silence dans la pièce était total. On entendait le ventilateur du plafond tourner. Un bruit de moto-taxi au loin. Rien d'autre. Fabrice a ouvert la bouche. Aucun son n'en est sorti. Maman Thérèse a blêmi. Son visage doré par le maquillage est devenu gris. Nadège a continué. Et voici le message que ta mère a envoyé à Colette il y a 3 mois. Je lis. Ma fille, patience. Bientôt, tu seras la vraie Madame Nkoulou. Elle a posé le téléphone sur la table. Le message était affiché à l'écran. Maman Thérèse s'est levée d'un bond. C'est un mensonge. Cette fille ment. Fabrice, dis quelque chose. Fabrice a bégayé. Nadège, ce n'est pas ce que tu crois. Je peux tout expliquer. Nadège l'a regardé. Et elle a dit, de cette voix calme, terrifiante de calme, « Tu m'as expliqué pendant 4 ans, Fabrice. Chaque soir, tu m'expliquais que tu rentrais tard à cause du travail. Quel travail? Tu n'as jamais travaillé. Chaque mois, tu m'expliquais que l'argent était pour les affaires. Quelles affaires? Les couches de ton fils cachées? » Papa Fotso s'est levé de sa chaise. Son visage était de pierre. Il a dit « Fabrice, est-ce que c'est vrai ?» Fabrice a baissé la tête. Et ce silence-là était la seule réponse dont Papa Fotso avait besoin. Nadège s'est tournée vers l'assemblée. « Je ne suis pas ici pour faire un scandale. Je suis ici pour dire la vérité. Cette maison appartient à mon père. Cette voiture appartient à mon père. L'argent qui a nourri cette famille pendant 4 ans venait de mon père. Et tout ce que j'ai reçu en retour, c'est du mépris, de la trahison et du mensonge. » Elle a posé la dernière feuille sur la table. « Ceci est la notification de mon avocat. Je demande le divorce. La maison sera restituée à mon père. Le conjoint est gelé depuis ce matin. Et j'ai déposé une plainte pour abus de confiance et détournement de fonds. » Puis elle a dit la phrase que tout le monde dans cette pièce allait se répéter pendant des années. On ne construit pas un palais sur le dos de quelqu'un sans vérifier que cette personne ne sait pas se relever. Elle a ramassé la pochette. Elle a pris son sac et elle est sortie. Pas de larmes, pas de cris, pas de scène. Juste le bruit de ses talons sur le carrelage et la porte qui s'est refermée doucement. Derrière elle, le chaos. Maman Thérèse hurlait. Fabrice courait vers la porte. Les tantes chuchotaient. Les oncles secouaient la tête. Et Papa Fotso, debout au milieu du salon, répétait « Je vais reprendre tout ce que j'ai donné. » Tout. Les jours suivants, tout s'est accéléré. Papa Fotso a tenu parole. En 1 semaine, il a fait intervenir son avocat. La maison de Bonamoussadi a été mise sous scellé. La voiture Toyota a été récupérée. Le compte joint, déjà gelé, a révélé des détournements qui s'élevaient à plus de 7 millions de francs CFA sur 4 ans. Fabrice s'est retrouvé sans rien. Pas de maison, pas de voiture, pas de compte en banque. Il a essayé de négocier, de supplier, d'envoyer des intermédiaires. Mais Nadège ne répondait plus à ses appels.
et papa Fotso avait coupé tout contact. Maman Thérèse est retournée à Bafoussam, dans son petit commerce de pagne, avec le même tabouret qu'elle avait quitté 4 ans plus tôt. Les voisines chuchotaient quand elle passait. Au marché, on racontait l'histoire. La belle-mère qui avait voulu voler la femme riche et qui s'était retrouvée à la case départ. L'histoire circulait sur WhatsApp, de groupe en groupe, de quartier en quartier. Maman Thérèse ne souriait plus. Fabrice est allé vivre chez Colette. Mais Colette avait changé, elle aussi. Parce que Colette avait appris la vérité. Pas la version de Fabrice, la vraie version. Elle avait compris qu'elle n'était pas la femme qu'il aimait par choix. Elle était la femme qu'il aimait par défaut. Celle qu'il gardait dans l'ombre pendant qu'il profitait de l'argent d'une autre. Colette a dit « Fabrice, tu m'as menti aussi. Tu m'as dit que tu allais quitter cette femme. Mais la vérité, c'est que tu avais besoin de son argent. Et maintenant que l'argent n'est plus là, tu viens chez moi. Qu'est-ce que je suis pour toi? Un plan de secours ?» Fabrice n'a pas su quoi répondre. 3 mois plus tard, Colette l'a mis à la porte. Elle a gardé Junior. Et elle a repris sa machine Singer, ses tissus, son atelier. Sans Fabrice. Fabrice a loué une chambre à Bépanda, la même rue où il vivait avant le mariage. Le même quartier. Le même matelas par terre. Le même ventilateur qui ne marchait qu'une nuit sur 2. Le cercle était complet. Et Nadège? Nadège a pleuré. Il faut dire la vérité. Elle a pleuré pendant des semaines. Pas pour Fabrice, pas pour le mariage, pour les 4 années perdues, pour la femme qu'elle avait été et qu'elle ne reconnaissait plus, pour tous ces matins où elle s'était levée à 5 heures pour servir des gens qui la méprisaient. Mais les larmes se sont taries, comme elles le font toujours. 6 mois après le divorce, Nadège a repris ses études. Un master en gestion d'entreprise, en cours du soir, à l'université de Douala. Elle conduisait elle-même, une petite voiture que son père lui avait offerte, rien de luxueux, mais c'était la sienne. 1 an plus tard, elle a lancé sa propre entreprise, une société d'import de produits cosmétiques naturels. Elle a commencé petit, un local au marché d'Aqua, 2 employés, un compte professionnel. Mais elle avait l'intelligence de son père, le courage de sa mère, et quelque chose que 4 ans de souffrance lui avaient donné, une lucidité que rien ne pouvait tromper. En 2 ans, l'entreprise avait 3 boutiques. Douala, Yaoundé, Bafoussam. 40 employés. Un chiffre d'affaires que même papa Fotso regardait avec fierté. Un dimanche matin, Nadège prenait son petit déjeuner sur la terrasse de son nouvel appartement. Un appartement qu'elle avait acheté elle-même, à Bonapriso. Pas celui de Colette, un autre, plus haut, avec vue sur la mer. Elle buvait son café. Le soleil était doux. Un oiseau chantait dans le manguier du voisin. Et pour la première fois depuis longtemps, le silence ne lui faisait pas peur. Son téléphone a sonné. C'était Florence. La petite Florence de Djang, qui ne travaillait plus comme aide ménagère. Parce que Nadège l'avait embauchée dans son entreprise, comme assistante logistique. Nadège avait payé sa formation. Et maintenant Florence gagnait 180 000 francs CFA par mois. Florence a dit « Madame, il y a une femme qui est venue à la boutique de Douala ce matin. Elle voulait vous voir. Elle s'appelle Aimée. Elle dit que son mari détourne son argent. Elle pleurait. Je lui ai dit de revenir lundi. » Nadège a posé sa tasse de café. Elle a regardé la mer. Et elle a dit « Non, Florence. Donne-lui mon numéro. Dis-lui de m'appeler aujourd'hui. Maintenant même. »
Je connais cette douleur. Et je sais que le dimanche, c'est le jour le plus long quand on est seul avec ses problèmes. Florence a dit « Oui, madame ». Et en raccrochant, Nadège a souri. Pas le sourire forcé de Bona Moussadi, pas le sourire poli de la belle fille obéissante. Un vrai sourire. Celui d'une femme qui savait exactement qui elle était. Sur la table de la terrasse, à côté de la tasse de café, il y avait un petit carnet noir. Le même carnet qu'elle utilisait autrefois pour noter les dépenses du ménage. Celui avec le code secret dans les dernières pages. Nadège l'avait gardé. Pas comme preuve, les preuves étaient chez l'avocat. Elle l'avait gardé comme rappel, comme une cicatrice qu'on regarde non pas pour souffrir, mais pour se souvenir qu'on a survécu. Et la pochette en carton marron, celle de Maître Ekambi, Nadège l'avait encadrée. Pas les documents, juste la pochette vide. Un cadre simple en bois, accroché dans son bureau, à côté de son diplôme. Parce que cette pochette vide représentait le jour où elle avait décidé que sa vie lui appartenait. On dit que la roue tourne. Pour Fabrice, elle avait fait un tour complet. Et le jour où il a croisé Nadège au marché d'Aqua, 2 ans après le divorce, il a baissé les yeux. Parce qu'il savait. Il savait que tout ce qu'il avait perdu, c'est lui-même qui l'avait jeté. Il y a 3 leçons dans l'histoire de Nadège. La première, le silence n'est pas de la faiblesse. Parfois se taire, c'est préparer sa liberté. La deuxième, l'argent ne construit pas un mariage. Mais quand quelqu'un utilise ton argent pour construire une vie sans toi, c'est le moment de reprendre les clés. Et la troisième, on peut pardonner. On peut même prier pour ceux qui nous ont blessés. Mais on ne retourne jamais dans une maison qui a été bâtie sur le mensonge. Et toi qui regardes cette vidéo, est-ce que tu connais une Nadège ? Ou peut-être que tu es Nadège ? Dis-le-moi dans les commentaires. Et si cette histoire t'a touché, partage-la avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Abonne-toi à cette chaîne, active la cloche de notification, parce que la prochaine histoire pourrait être celle qui change ta vie. On se retrouve très bientôt.